Michel Minet, co-responsable du groupe de travail, enseignant au Conservatoire national des arts et métiers en droit du travail. Donc, votre prochain ouvrage, ton prochain ouvrage, c'est Droit des discriminations dans l'emploi, printemps 2016. Nous allons donc là aborder le terrain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise en termes de discrimination. Alors, dans les pratiques sociales, effectivement, qui accompagnent le racisme, on a commencé à en parler ce matin avec Daniel Dechac. Dans ces pratiques sociales qui accompagnent le racisme, on va trouver en particulier la discrimination raciale sous différents versants, parce que cette discrimination raciale, elle peut évidemment être une discrimination raciste, mais elle peut être une discrimination raciale beaucoup plus large. Et on va revenir sur cette question. Donc le propos ici est de se situer dans une démarche de contre-offensive. La discrimination raciale est une directive du 29 juin 2000, directive du 29 juin 2000 que vous retrouverez dans le guide sur la discrimination raciale qui vous a été diffusé ce matin. Ça vous évitera d'avoir à la télécharger. Alors cette directive, elle nous fournit en particulier un certain nombre de définitions de ce que l'on doit considérer comme étant une discrimination directe ou une discrimination indirecte. Et on pourrait considérer que tout ça fonctionne de manière harmonieuse, une directive est adoptée et puis ensuite elle est transposée dans le code du travail et dans les autres codes. Les choses se sont passées de manière un peu plus rugueuse, puisqu'en fait, la France s'est fait tirer les oreilles. Elle ne parvenait pas à transposer les définitions qui figurent dans ces directives, alors que ces directives sont là. On peut avoir évidemment des appréciations très différentes sur un certain nombre de directives européennes, notamment au cours de ces dernières années, mais il se trouve que cette directive, elle est favorable à l'action contre les discriminations. La France s'est fait tirer les oreilles parce qu'elle peinait à transposer cette directive, et finalement, c'est une loi du 27 mai 2008 qui a permis cette transposition. 27 mai 2008, rappelez-vous, c'est quelques semaines avant le 1er juillet 2008. La France allait prendre la présidence tournante de l'Union européenne et la France était en fait menacée de condamnation par la Cour de justice pour non-transposition de directives alors qu'elle allait prendre la présidence de l'Union. Le fait est d'autant plus remarquable que cette directive a été adoptée peu de temps finalement après le traité d'Amsterdam. Et elle a été adoptée en premier lieu, puisque vous vous rappelez qu'à cette époque, dans un petit pays, l'Autriche, petit n'a absolument rien de péjoratif ici, dans un petit pays, l'Autriche, eh bien, un gouvernement à caractère xénophobe avait pris le pouvoir. Alors, je voudrais avec vous regarder tout d'abord un certain nombre de définitions concernant cette discrimination, la discrimination directe, discrimination indirecte, comment on retrouve un certain nombre d'éléments dans le code du travail et dans le code pénal. Et je voudrais ensuite, dans un second temps, vous parler d'un certain nombre d'affaires qui ont été jugées. Alors tout d'abord, quand nous abordons le terme de discrimination, nous ne mesurons pas toujours en fait l'ampleur de ce qu'il recouvre. Quand nous parlons de discrimination directe, en fait, nous visons un traitement défavorable dans une situation comparable, et pas seulement dans une situation identique, donc une personne est maltraitée, pas forcément moins bien traitée qu'une autre d'ailleurs, elle est maltraitée en soi, cela peut suffire, hein, la discrimination est une atteinte directe aux droits de l'homme, et cette discrimination, donc elle se produit dans un contexte professionnel, et là il nous faut faire une petite révision de nos règles de conjugaison. Une personne est moins bien traitée qu'une autre ne l'est, ne l'a été, ou ne l'aura été, ou ne le serait. Donc quand nous disons qu'une personne fait l'objet d'une discrimination directe, potentiellement nous visons l'ensemble de ces situations. La première est la plus simple, une personne est moins bien traitée qu'une autre ne l'est. Eh bien, aujourd'hui, dans un contexte professionnel, une personne est moins bien traitée que son voisin, que son collègue, ou bien une personne n'est pas recrutée alors qu'une autre personne est recrutée. C'est actuellement sur cette première ligne que se situe l'essentiel du contentieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en matière de discrimination raciale, nous sommes encore au début, au tout début, même s'il y a de nombreux arrêts, nous sommes encore au tout début de la mise en œuvre de ce droit.
Une personne est moins bien traitée qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été. En fait, c'est la situation où des personnes se succèdent dans un poste de travail. Le nouveau est moins bien traité que l'ancien, ou l'inverse, et il y a une différence raciale entre les deux. Une personne est moins bien traitée qu'une autre ne le serait. Alors ça, c'est très intéressant, et ça va sans doute être très utile dans les années à venir. Ça peut permettre de viser des situations très simples. Une personne est moins bien traitée qu'une autre ne le serait. Une affaire jugée il y a quelques années, banale. Dans une entreprise, on demande au salarié qui s'appelle Mohamed de se faire appeler Laurent. Eh bien, cela constitue en soi une discrimination raciale. Et évidemment, on peut mesurer les conséquences que cela peut avoir sur la personne en termes de personnalité. Une personne est moins bien traitée qu'une autre ne le serait d'une manière plus structurelle, plus systémique. Ça devrait nous permettre de retravailler sur les grilles de classification dans les conventions collectives. On peut avoir tendance à considérer que dans les conventions collectives, les grilles de classification sont neutres. Les emplois se sont vus affecter un certain coefficient. Oui, mais c'est en fonction de négociations. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, l'on constate qu'un certain nombre d'emplois sont maltraités dans ces grilles de classification. Et ces emplois maltraités sont parfois des emplois qui sont uniquement occupés ou majoritairement occupés par des personnes étrangères, de nationalité étrangère, mais par des personnes qui peuvent également être françaises, mais comme perçues d'origine étrangère. Alors ce travail a commencé à être effectué sur le terrain de la discrimination entre femmes et hommes, sur le terrain de la discrimination sexuelle. Le défenseur des droits a publié un guide en la matière, justement pour une réévaluation des emplois majoritairement occupés par les femmes dans les grilles de classification, mais à ma connaissance, aucun travail n'a été réalisé concernant ces grilles de classification au regard de la race. Une discrimination raciale peut également passer par un harcèlement, c'est-à-dire le fait de créer de manière très large un environnement de travail intimidant, hostile, humiliant ou offensant, nous dit la directive et nous dit la loi française, suivant les cas. Dans les affaires récemment jugées, c'est la situation d'un salarié qui découvre dans la salle de repos eh bien, la caricature d'un primate allongé avec son prénom inscrit en rouge sur cette caricature. Voilà un exemple de harcèlement jugé il y a simplement quelques semaines. Une discrimination directe, c'est également une discrimination par injonction. L'injonction peut provenir de différents acteurs. Ce sont par exemple les clients qui peuvent demander à l'entreprise un certain nombre de choses. Des clients qui peuvent dire, pour reprendre toujours des affaires jugées, je ne vous parle que d'affaires jugées, des clients qui peuvent dire à l'employeur, eh bien, je ne souhaite pas que des salariés marocains interviennent dans mon entreprise, dans ma villa, pardon, pour venir installer des portes de garage. Et l'employeur se défend en disant, mais moi je n'ai fait que répondre à la demande des clients. Injonction de clients, c'est également dans un restaurant, ça peut apparaître caricatural, mais ce sont des affaires jugées. Dans un restaurant japonais, des clients qui se plaignent auprès de la direction de ce restaurant en disant vous avez un certain nombre de serveurs qui sont noirs. Et l'employeur licencie les salariés de couleur de peau noire. Discrimination raciale. Discrimination par propos. Discrimination par association. Discrimination cumulée. Une personne peut être discriminée au regard, évidemment, de son apparence physique qui traduit une origine réelle ou supposée, et évidemment au regard d'autres éléments, et on a en particulier un certain nombre d'affaires où il y a un cumul, ça n'étonnera personne dans cette salle, un cumul de discrimination à la fois sur le terrain racial et sur le terrain sexuel, donc des femmes qui sont discriminées à double titre, sexiste et raciste, ou sexuelle et raciale, peut-être, on verra. Discrimination légale, bien évidemment, il ne s'agit pas d'une discrimination qui serait légale, quoique. Ce sont ces discriminations qui sont en fait prévues par des textes, et cela nous renvoie à la question délicate des emplois fermés au regard de la nationalité, et parfois cette discrimination au regard de la nationalité peut bien évidemment recouvrir une discrimination raciale. Ensuite, nous abordons la discrimination indirecte. Et là, la définition est un petit peu plus longue.
petit peu plus complexe, mais c'est tout simplement le résultat d'un certain nombre d'affaires qui ont été jugées. Ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons un droit qui, en fait, a été produit par le juge, et c'est un droit qui découle d'un certain nombre d'actions judiciaires menées. Quand y a-t-il discrimination indirecte? C'est une formule que nous employons souvent et qui peut mériter d'être reprécisée. Eh bien, il y a discrimination indirecte quand l'entreprise, par exemple, met en œuvre une norme. Ça peut être une norme de l'entreprise, mais ça peut également être convention collective de branche ou autre. L'entreprise met en œuvre une norme ou une pratique, une manière de faire, un usage. Cette norme ou cette pratique ne fait pas référence à la race notamment, ne fait pas référence à un critère de discrimination, elle apparaît neutre, mais en fait cette norme ou cette pratique, eh bien, elle a des effets plus défavorables sur les personnes qui relèvent d'une certaine apparence ou d'une certaine origine réelle ou supposée. Nous sommes là en présence d'une présomption de discrimination indirecte et l'entreprise doit ensuite se défendre en justifiant. Elle a vraiment besoin de cette norme, elle a vraiment besoin de cette pratique. Et si effectivement on considère que cette norme ou cette pratique sont pertinentes, sont nécessaires, eh bien l'entreprise doit encore démontrer que cette norme ou cette pratique sont mises en œuvre de manière proportionnée. Nous avons là un outil qui devrait être extrêmement utile pour les années à venir, notamment pour les années à venir, pour les mois à venir, notamment pour mobiliser le droit contre un certain nombre de discriminations systémiques produites par des manières de faire, des usages, des pratiques, des réalités institutionnelles. Alors quand nous regardons les textes dans nos codes, on pourrait considérer qu'a priori le code du travail, le code pénal nous permettent d'agir contre toutes ces discriminations sans aucune difficulté. Les choses sont un petit peu plus complexes. Pourquoi? Eh bien parce que le code du travail, lui, il vise d'une manière très ambitieuse, il vise toutes les mesures que l'employeur peut prendre en matière de discrimination. Autrement dit, toute mesure de l'entreprise, depuis le recrutement jusqu'à la rupture du contrat de travail, en passant par le salaire, l'affectation, la formation, toute mesure de l'entreprise peut être examinée pour que l'on vérifie s'il n'y a pas de discrimination. Ce qui est très intéressant ici, c'est que nous n'avons pas besoin de rechercher une intention discriminatoire. Autrement dit, nous sommes dans la mise en œuvre des textes européens et internationaux qui se fondent sur un effet discriminatoire. Une politique, une mesure a un effet discriminatoire. On n'a pas besoin d'aller chercher une intention discriminatoire. C'est très important puisque cela peut potentiellement permettre d'analyser des discriminations raciales qui ne sont pas forcément des discriminations racistes. Autrement dit, des discriminations raciales qui sont mises en œuvre par des acteurs qui n'ont pas forcément d'intention raciste. Autrement dit, la discrimination raciale peut, dans un certain nombre d'affaires, aller plus loin que la seule discrimination raciste. Mais le Code du travail ne vise pas d'incrimination pénale. Autrement dit, il n'est pas possible de poursuivre pénalement sur la base du Code du travail pour discrimination raciste. Le Code du travail prévoit un aménagement de la charge de la preuve. Je ne vais pas vous l'exposer, ce serait sans doute un peu long, un peu technique, mais retenons quand même que dans cet aménagement de la charge de la preuve, la personne qui s'estime discriminée n'a plus à démontrer qu'elle est discriminée pour une raison raciale. Elle a présenté des premiers éléments qui laissent supposer une apparence de discrimination et en réponse, l'entreprise doit démontrer que la mesure qu'elle a mise en œuvre est justifiée et que par conséquent, la mesure mise en œuvre n'a pas de caractère racial ou raciste. C'est extrêmement intéressant et donc désormais on dira que le risque de la preuve pèse sur l'employeur, ce qui veut donc dire que désormais cette preuve de la discrimination est extrêmement allégée pour le demandeur, mais il doit quand même produire évidemment dans son dossier un certain nombre d'éléments. Autre élément important devant le juge civil, eh bien, c'est que devant le juge civil, on doit avoir une réparation intégrale des préjudices. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si un salarié a été discriminé en matière de rémunération, de déroulement de carrière ou autre, cette personne peut obtenir la réparation du préjudice. Elle peut obtenir un changement de coefficient, elle peut obtenir un changement de qualification, elle peut obtenir des rappels de salaire, elle peut obtenir des nouvelles conditions de travail. Sur le plan pénal, sur le plan du code pénal, les choses sont complètement différentes, puisque en fait nous avons bien des sanctions pénales qui sont prévues, mais ces sanctions pénales
notamment pour discrimination raciste, mais ces sanctions pénales, en fait, ne visent que certaines mesures. Pour l'essentiel, les discriminations à l'embauche et le licenciement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si dans une entreprise, nous avons une affectation discriminatoire des salariés, ce que nos collègues sociologues appellent parfois une ethnicisation de l'organisation du travail, eh bien, il ne sera pas possible de poursuivre cet employeur sur le plan pénal. Il n'y a tout simplement pas d'incrimination pénale. Alors, si nous regardons un certain nombre d'affaires où ce droit a été mis en œuvre, il y a, je crois, un certain nombre d'enseignements intéressants à en tirer. Alors, 2 affaires sur la discrimination dans l'accès à l'emploi et 2 affaires dans la discrimination dans l'emploi. Première affaire, si vous le voulez bien, de mise en œuvre de ce droit, de mobilisation de ce droit, c'est très intéressant parce qu'en fait, ces affaires permettent de déconstruire les processus discriminatoires à l'œuvre dans les entreprises. Première affaire, c'est l'affaire du Moulin Rouge. Cabaret parisien, le Moulin Rouge, fait passer des offres d'emploi. 2 salariés se présentent pour être embauchés comme commis de salle, on dirait ailleurs comme serveur. Ces 2 salariés sont de couleur de peau noire. Un est de nationalité française, l'autre est de nationalité sénégalaise. Ils se présentent séparément. Ils sont chacun éconduits. Ils retournent à la mission pour l'emploi, à la mission locale pour l'emploi. La personne de la mission locale pour l'emploi s'étonne un petit peu. Elle appelle le Moulin Rouge pour avoir des informations complémentaires. Puis finalement, cette personne se dit il y a peut-être une discrimination raciale à l'embauche. Elle signale les faits au procureur de la République. Et le procureur de la République, bien inspiré, demande à l'inspection du travail de faire une enquête dans l'entreprise. Et donc l'inspecteur du travail, en l'occurrence l'inspectrice du travail, se présente dans l'entreprise et va donc enquêter. Elle va tout d'abord contacter les personnes qui ont rencontré ces 2 jeunes et elle va leur demander pour quel motif ces 2 jeunes n'ont pas été recrutés. Premier élément mis en avant, ces jeunes n'étaient pas compétents. Ah, ces jeunes n'étaient pas compétents, mais l'inspectrice du travail va enquêter, elle va réaliser qu'en fait, il n'y a eu aucun test professionnel demandé à ces jeunes, donc il n'y a pas eu d'essai, il n'y a même pas eu de début d'essai. Donc sur quoi se base-t-on? On ne sait pas. Deuxième argument, ces 2 jeunes ne parlent pas anglais. Ah. Donc dans cet établissement, il faut parler anglais. Effectivement, il faut parler anglais, enfin il faut connaître quelques mots de la langue anglaise pour accueillir la clientèle internationale. Effectivement, ils ne parlent pas anglais, effectivement, les commis de salle parlent anglais, mais l'enquête de l'inspectrice du travail va montrer qu'en fait, l'entreprise Moulin Rouge a passé une convention avec une école de langue et qu'en fait, très régulièrement, l'école de langue vient dans les locaux et apprend les rudiments de la langue anglaise aux salariés qui travaillent en contact avec la clientèle. Donc l'argument tombe. Et ensuite, l'inspectrice du travail se présente au moment du coup de feu, au moment où la clientèle est la plus importante, et elle constate qu'en salle, eh bien, il n'y a que des serveurs de couleur de peau blanche. Et puis, dernier élément, que l'on n'a pas toujours dans les dossiers, évidemment, il y a un fichier. Il y a un fichier du personnel recruté depuis 1962 avec des photos d'identité. Et en fait, on constate que depuis 1962, dans cette entreprise, on n'a jamais embauché une personne de couleur de peau noire pour travailler en contact avec la clientèle. Donc il y a bien un recrutement parfois de personnes de couleur de peau noire, mais c'est uniquement pour travailler en cuisine. Autrement dit, nous sommes véritablement dans une ethnicisation de l'organisation du travail, c'est-à-dire que l'organisation du travail est notamment fondée sur l'apparence physique qui traduirait évidemment une origine raciale. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'entreprise a été condamnée. L'entreprise a été condamnée en tant que telle. L'entreprise a été condamnée en tant que personne morale. Autrement dit, dans cette affaire, et vous l'avez dans le guide sur la discrimination raciale, vous avez cet arrêt et vous avez un commentaire de cet arrêt, c'est la politique structurelle de discrimination qui a été mise en lumière. Donc on n'est pas simplement dans la condamnation d'un employeur maladroit qui aurait laissé traîner des éléments. On est dans la mise en lumière d'une politique
structurelle de discrimination raciale. Autre affaire tout à fait passionnante, c'est l'affaire Airbus. Dans l'entreprise Airbus, on recrute comme intérimaire des jeunes qui ont un certain nombre de spécialités, et on recrute notamment des jeunes qui ont un CAP ou un BEP spécifique à l'électronique. On recrute des jeunes maghrébins, mais quand les postes deviennent vacants en contrat à durée indéterminée, eh bien ces jeunes ne sont pas choisis, ces jeunes ne sont pas retenus. Eh bien il y en a un qui considère que cette situation est anormale. Et donc il va saisir la haute autorité, la HALD, qui a été intégrée, pour employer un terme neutre, dans le défenseur des droits. Et en fait, là encore, l'enquête va mettre en lumière que la justification du non-recrutement de ce jeune en CDI ne tient pas. C'est-à-dire que l'argument mis en avant par l'entreprise, c'est qu'il faut avoir un bac professionnel pour être recruté en CDI. Ce jeune n'a pas de bac professionnel. Oui, mais l'enquête va montrer que des jeunes sans bac professionnel ont été recrutés en CDI. Et puis d'autre part, l'enquête va montrer qu'aucun jeune maghrébin n'est recruté en CDI, alors même que parfois il a pu passer plusieurs mois dans l'entreprise comme intérimaire et qu'il a pu tout à fait donner satisfaction sur le plan professionnel. Donc là encore, l'entreprise va être condamnée sur le terrain civil pour discrimination raciale. L'affaire ira jusqu'à la Cour de cassation qui rejettera le pourvoi de l'employeur. On pourrait considérer que cette condamnation est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'elle sanctionne une pratique, mais ce n'est absolument pas une bonne chose en termes de réparation, parce que la réparation pour ce jeune a été extrêmement réduite. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vous parlerai pas de l'affaire L'Oréal, L'Oréal Adecco, vous la trouverez dans le dossier. Je vous dirai un mot, simplement pour attirer l'attention sur le fait que des affaires de discrimination dans l'emploi sont désormais jugées. C'est-à-dire que très longtemps, l'essentiel du contentieux de la discrimination raciale était un contentieux de la discrimination à l'embauche. Nous avons désormais des affaires de discrimination raciale dans la rémunération et dans le déroulement de carrière. Vous trouverez en particulier une affaire Euroglass où un salarié portant un nom maghrébin est promu dans l'entreprise, mais à chaque fois, à chaque niveau, avec une durée d'expérience professionnelle beaucoup plus longue que pour ses collègues qui n'ont pas la même origine que lui. Et vous verrez également que ce salarié décide de suivre des études, réussit à obtenir un diplôme d'ingénieur, mais finalement, il n'arrive pas à être nommé comme ingénieur dans l'entreprise, alors que des postes d'ingénieurs se libèrent. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'entreprise va être condamnée pour discrimination dans le déroulement de carrière. Cette personne va obtenir le poste qui lui avait été refusé. Et cela sera permis notamment parce que les délégués du personnel sont intervenus. Ils ont mis en lumière cette différence de traitement. L'affaire va également aboutir parce que la convention collective prévoyait que les salariés présents dans l'entreprise devaient se voir proposer les postes vacants en cas de promotion, ce que l'entreprise n'avait pas fait, mais ce qui est extrêmement évidemment à déplorer, et je crois que le clip que nous avons vu ce matin le montrait bien, la discrimination, elle a des effets sur le plan professionnel, elle a des effets sur le plan de la rémunération, elle a des effets sur de nombreux plans, mais elle a également des effets sur le plan de la santé. Or, un certain nombre de salariés discriminés eh bien, vont connaître une dégradation de leur santé, dépression nerveuse ou autre, et le juge, parfois, sera amené à réparer le préjudice, ici, pour perte de chance de rester en bonne santé. Autrement dit, la discrimination, elle a des conséquences en termes de préjudice personnel sur de nombreux plans, et elle a évidemment des conséquences sur le plan familial. Bon, je ne vous parlerai pas de cette autre affaire extrêmement intéressante dans une PME où un salarié a été discriminé dès son recrutement en termes de coefficient et de rémunération. C'est ce pauvre salarié qui a subi également du harcèlement par le biais d'affichage discriminatoire.
qui va obtenir effectivement une réparation indemnitaire de cette discrimination, mais qui aura lui aussi subi un certain nombre de conséquences sur le plan de sa santé. Vous verrez dans le guide d'autres condamnations intéressantes concernant en particulier l'entreprise Renault en termes de déroulement de carrière pour des salariés ingénieurs et techniciens maghrébins. Et je terminerai par un mot et demi. Un mot pour vous dire que ce droit de la discrimination raciale, il est mis en œuvre, mais il est encore très insuffisamment mis en œuvre. Vous trouverez d'autres affaires dans le rapport qui a été effectué par le service juridique de la Ligue. Vous trouverez d'autres affaires intéressantes, puisque le service juridique, vous le savez, est très investi sur ces questions. Pour que ce droit soit davantage mis en œuvre, le projet de loi Justice 21e siècle propose l'action de groupe. Alors c'est une class action très édulcorée. L'action de groupe pour permettre une action, notamment dans les entreprises, quand de nombreux salariés sont concernés par une discrimination. Ça va dans le bon sens, mais il y a un hic particulièrement grave. C'est qu'en fait, cette action de groupe ne serait ouverte de manière pleine et entière qu'aux organisations syndicales. Et cette action de groupe ne serait ouverte aux associations que pour la discrimination à l'embauche. Alors nous avons fait valoir que des organisations comme la Ligue des droits de l'homme interviennent déjà en matière de discrimination raciale dans l'emploi. Je ne veux pas être désagréable avec les organisations syndicales, mais la Ligue des droits de l'homme, j'aime beaucoup les organisations syndicales, la Ligue des droits de l'homme intervient déjà dans des affaires de discrimination raciale dans l'emploi, y compris dans des entreprises où des organisations syndicales sont présentes et n'ont pas bougé. Autrement dit, la Ligue des droits de l'homme a déjà, comme d'autres associations, une expertise en matière de discrimination raciale dans l'emploi, et il serait quand même dommage, si ce texte doit aboutir, que ceux qui ont une expertise, une pratique et une expérience ne puissent pas la mettre en œuvre à l'occasion de cette action de groupe. Et puis, un dernier mot, pour remercier la Ligue des droits de l'homme de m'avoir permis d'intervenir ce matin. Et évidemment, on peut supprimer des textes en matière de discrimination raciale, le terme race, mais on a vu que ce ne serait pas très pertinent. On pourrait remplacer homme par humain, mais ce ne serait pas très pertinent. Ce ne serait pas très pertinent parce que tous les droits sont humains, même ceux qui sont inhumains. Et en fait, la notion de droit humain ne renverrait pas à grand-chose. Alors que la notion de droit de l'homme renvoie à un corpus juridique de droits et libertés fondamentaux. Merci pour votre attention.